Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 29 mars et pour comprendre comment tourne cette planète finance en cette fin de trimestre en forme de feu d'artifice, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera absence de risque et autres phénix nucléaires. Allez, on va commencer tout de suite par les marchés, c'est l'heure du bilan. Le trimestre s'est achevé jeudi pour les places occidentales, ce vendredi pour le Nikkei au-delà des 40 500 points, là aussi sur des niveaux records, mais tous les indices européens ont battu hier leurs records absolus, préservés au centième de pourcent près à la clôture grâce au contrôle algorithmique. Et voyons ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien oui, le S&P 500 a clôturé sur un 22e record annuel, une 22e semaine de hausse. Le Nasdaq, il s'est un petit peu loupé à une trentaine de points près. Et le Dow Jones, lui, a également battu un record. Mais lui ne gagne que 5% depuis le 1er janvier, contre près de 10 pour le S&P et pour le Nasdaq. Quant au CAC 40 Global Return qui intègre les dividendes, comme son cousin le DAX, au zénith hier également, eh bien, il a franchi en séance la barre des 25 000 points. Rappelons-nous qu'il valait 1000 points au 1er janvier 1988. Vous voyez donc la différence de performance entre un CAC à 8002 hors dividende et un CAC à 25 000, c'est-à-dire 3 fois plus élevé. Dividende inclus, voilà, c'est une petite leçon que les investisseurs connaissent bien, je pense, mais qu'il est parfois utile de rappeler. Mais les dividendes aujourd'hui par rapport au niveau de valorisation que l'on observe sont pratiquement au plus bas de l'histoire, avec un PER moyen de 24 sur le S&P 500 et surtout une expansion de plus 30% des multiples de capitalisation en l'espace d'un an. Oui, les bénéfices grosso modo ont progressé d'environ 7%, mais la progression du marché, elle, avoisine les 40%. Alors, est-ce que ça peut continuer comme ça? Quand on regarde du côté du VIX, la jauge du risque, on a l'impression qu'on peut aller comme ça to the moon. Oui, le VIX en dessous des 13, donc en pleine zone de complaisance, au moment où les actions sont les plus chèrement valorisées de l'histoire et les rendements offerts par dividendes sont, eux, au plus bas. Et d'ailleurs, la plupart des titres les plus ramassés sont ceux qui affichent des multiples de 40, 50, 60 pour un rendement qui est de l'ordre de 0,2 ou 0,3%. Donc clairement, ce n'est même pas le dividende qui est recherché aujourd'hui. C'est clairement ce qu'on appelle des valeurs momentum qui sont donc sur un véritable funiculaire haussier. Et un funiculaire de 22 semaines, je le répète, ça n'existe pas. La dernière occurrence remontait à 1971, mais là, on vient de boucler une 10e semaine de hausse sans aucune consolidation sur l'Eurostoxx, sur le S&P. Bref, vous voyez bien que le marché a un fonctionnement tout à fait particulier. Alors, qu'est-ce qui semble entretenir l'optimisme des marchés? C'est que les choses ne vont pas si bien, en tout cas en Europe. En Chine, on a des ralentissements de la croissance et surtout un accroissement de l'endettement stratosphérique. Et bien sûr, les États-Unis qui revendiquent 3,4% de croissance, chiffre révisé de 3,2%, le doivent intégralement au creusement des déficits, plus 3 000 milliards en l'espace de 8 mois, ou 9 mois peut-être. C'est à peu près l'équivalent de ce qui avait été injecté lors de la période Covid. Sauf que là, il n'y a pas de Covid, et pourtant, les États-Unis s'endettent à un rythme jamais vu. C'est donc plus de 8%
du PIB. Donc si à la sortie on a 3,4, ça veut dire qu'on imprime toujours 2,5 $ pour 1 $ de PIB, mais surtout avec une dette qu'il va être de plus en plus compliqué de refinancer. La France, quant à elle, va probablement se faire dégrader. Alors, il y a eu un intéressant face-à-face entre Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, et Tom Benoît, qui est un bon connaisseur de la dette, et qui lui a demandé donc si on ne risquait pas de se faire dégrader, si les quantitative easing à répétition n'étaient pas un danger pour la stabilité financière, et enfin, qui détient notre dette. Alors, bien sûr, Prisca Thévenot n'est pas une spécialiste de la finance, mais là, elle a sorti les rames, c'était absolument pathétique. Elle a essayé de s'en sortir avec ces éléments de langage appris à Sciences Po ou autre école d'enfumage, et elle a été absolument incapable de répondre, bien sûr, aux questions concernant la dette. Mais la plus importante d'entre elles, évidemment, c'était qui la détient, parce que le premier détenteur, c'est la BCE naturellement, avec 25%, mais le premier détenteur privé, c'est BlackRock. Et bien sûr, c'est celui qui achète la dette qui dicte au pays emprunteur comment il doit gérer ses finances. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end pascal. On se retrouve mardi. Profitez bien. À très bientôt. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.